Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Si vous connaissez cette chaîne ou si vous ne la connaissez pas, eh bien sachez qu'on parle d'histoire des musiques électroniques et là pour cet épisode on va même parler de préhistoire, oui puisqu'on va remonter jusque dans les années 40 et 50, on va parler des pionniers de la musique électronique et le mot n'est pas usurpé, ce sont vraiment des défricheurs et des pionniers, des chercheurs même parfois qui vont inventer des concepts et des machines qui vont plus tard être utilisés dans les musiques électroniques. Dans cet épisode, on va principalement s'intéresser à 3 pionniers français. Allez, c'est parti! Dance with me, move your body, your dance with me. Commençons par le tout premier, eh bien Pierre Schaeffer, un Français, un ingénieur qui va tout simplement révolutionner la musique. Pierre Schaeffer va consacrer une grande partie de sa vie à la recherche en électroacoustique et il va surtout inventer un nouveau concept, le concept de musique concrète. Le principe, c'est de dire que l'on peut désormais faire de la musique non pas seulement avec des instruments classiques, piano, guitare, violon, ce que vous voulez, mais qu'on peut aussi composer à partir de sons et de bruits. Des bruits environnants, des bruits de la nature, des bruits d'oiseaux, mais aussi des bruits de machines, des bruits industriels, voire des bruits générés par des machines. On anticipe déjà le concept de synthétiseur. Si ces recherches sont vues avec mépris et dédain par les musiciens dits classiques à l'époque, qui considèrent que ce n'est pas de la musique, eh bien il va être aidé par l'État français. Oui, le gouvernement va financer ces recherches et il va donc créer un groupe de recherche de musique concrète en 1951 dans la Maison de la Radio. Ce groupe de recherche, qui sera renommé plus tard groupe de recherche musicale, eh bien comme son nom l'indique, fait de la recherche musicale, de la recherche en électroacoustique, va inventer des concepts et des machines qui vont changer la façon de concevoir et de faire de la musique et qui vont poser les graines de ce que sera plus tard la musique électronique. Par exemple, on doit à Pierre Schaeffer l'invention du phonogène. Le phonogène, c'est cette machine qui permet de manipuler des bandes magnétiques. Les bandes magnétiques, c'est le support idéal pour enregistrer justement des sons et des bruits. Et bien, cet outil permet de manipuler les bandes, de les couper, de les assembler, de faire des boucles, de les passer à une vitesse différente, voire de les jouer à l'envers. Et bien, Pierre Schaeffer invente tout simplement le sampling, l'échantillonnage, ce que vous avez l'habitude d'entendre aujourd'hui dans toutes les compositions musicales, le fait de jouer des bouts de morceaux dans d'autres compositions, eh bien c'est Pierre Schaeffer qui en est à l'origine. Et ces recherches vont influencer tous les groupes novateurs, tous les groupes précurseurs de l'époque, comme par exemple les Beatles qui en 1958 utilisent ce concept de manipulation de bandes pour faire le morceau Revolution No. 9. Number 9. Beaucoup d'autres musiciens vont évidemment passer par ce groupe de recherche musicale, et pas des moindres, par exemple Jean-Michel Jarre fera partie de ce groupe de recherche, mais aussi Pierre Henry, qui est le deuxième pionnier dont on va parler dans quelques instants. Pierre Henry va faire la connaissance de Pierre Schaeffer, lui aussi est un compositeur, et ils vont lier amitié. Ils vont d'ailleurs commencer par créer des albums ensemble, notamment en 1949, Symphonie pour un homme seul. Ah oui, c'est un peu particulier, c'est de la musique concrète, cet album se fait déjà bien remarquer à sa sortie en 1949, mais les deux compères vont réitérer en 1953 pour un opéra, Orphée, ils vont faire la musique d'un opéra, et cet opéra va scandaliser les gens en Allemagne lors de sa représentation, spectateurs qui ne sont pas du tout prêts à écouter ce genre de musique sur un opéra classique. Mais
revenons à Pierre-Henry, le deuxième pionnier français, Pierre-Henry qui va même être nommé directeur de ce groupe de recherche entre 1952 et 1958. Pierre-Henry, c'est un enfant un peu isolé, qui a des problèmes de santé, qui est donc tout seul chez lui, qui va avoir des tuteurs qui vont lui donner goût à la musique. Et Pierre-Henry a un problème, il l'expliquera dans une interview plus tard. Quand il est petit, quand il est enfant, il entend plein de bruits dans sa tête est remplie de bruits et il ne sait pas comment exprimer ces bruits. Et grâce à la musique concrète, grâce aux travaux de Pierre Schaeffer et au concept de Pierre Schaeffer, eh bien il comprend qu'il peut sortir ces bruits de son cerveau et générer de la musique à partir de cela. Pierre-Henry est un compositeur, avant tout un musicien qui veut sortir de l'aspect purement recherche pour faire des compositions. Et d'ailleurs, il va quitter le groupe et fonder son propre studio de musique, qui est tout simplement en 1958 le premier studio de musique électronique en France. À partir de là, Pierre-Henry va composer plusieurs albums, évidemment, et petit à petit, il va intégrer des sons de synthèse dans ses compositions. Mais c'est surtout un album qui sort au milieu des années 60, Le Voyage, qui est intégralement composé à partir de synthétiseurs. Pierre-Henry, cette musique étrange, ces sons qui viennent de nulle part, en fait qui viennent de bandes magnétiques, qui viennent d'un travail absolument technique du son, ces sons qui n'ont plus besoin d'instruments, qui n'ont plus besoin d'orchestre. En fait, vous aussi, vous êtes un de ceux qui ont complètement changé, qui ont fait basculer, en quelque sorte, la musique contemporaine, puisque vous vous privez complètement des instruments habituels pour employer les instruments techniques. Mais en fait, je voudrais savoir, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que, en fait... Oui, donc je dois vous dire que les sons viennent de moi et que je suis à moi tout seul tous les instruments. Petit à petit, Pierre-Henry commence à faire sa place dans le paysage musical français, mais c'est surtout en 1967 qu'il va connaître son plus gros succès commercial en partenariat avec Michel Colombier, un autre compositeur français. Ils vont écrire une musique pour un ballet de Maurice Béjart, Messe pour le temps présent, avec ce titre que vous connaissez forcément, Psyché Rock. Cet album, Messe pour le temps présent, est considéré comme un classique de la musique électronique, notamment dans l'utilisation de ce tout nouveau synthétiseur qui vient des États-Unis, le Moog, dont je vous parlerai un peu plus tard. Il n'empêche que cet album est cultissime et classique, il sera même d'ailleurs remixé en 1997 par des grands noms de l'époque comme Colcut, Fatboy Slim ou encore William Orbit. D'ailleurs, eh bien, cet album de remix ne plaît pas du tout à Pierre-Henry, qui n'aime pas du tout qu'on retouche ses compositions. En fait, il explique que pour lui, eh bien, il compose de la musique pour tout le monde, pour qu'elle soit entendue partout et tout le temps. Et le fait de faire des remixes, eh bien, pour lui, c'est destiné aux clubs, aux discothèques, dans un environnement bien précis, avec une acoustique bien précise. Et donc, eh bien, ça dénature ses compositions d'origine. En fait, il faut savoir que Pierre-Henry va petit à petit se détacher totalement de la culture électronique, des musiques électroniques. Il va même aller jusqu'à dénigrer la techno qu'il n'aime pas du tout. Car oui, dans une interview, il considère que la techno est un boom-boom omniprésent, qui manque de subtilité, qui manque de langage. Pour lui, la musique est un langage qui doit parler à tout le corps, et la techno n'est destinée qu'à la danse, en fait, qu'à des valeurs complètement primitives du corps humain, et donc ça ne lui plaît pas. Pour lui, c'est simple, la techno, c'est de la musique du Moyen-Âge. Alors évidemment, on peut ne pas être tout à fait d'accord avec les propos de Pierre-Henry, qui je pense ne connaît pas assez bien la techno à l'époque pour en parler comme cela. La techno prend différentes formes, la techno est bien plus inventive et créative qu'un simple boom-boom, et d'ailleurs, il y a des formes de techno qui s'inspirent quand même très nettement de la musique concrète.
En fait, Pierre-Henry, même si c'est un compositeur, va toujours rester quand même assez formel et théorique dans sa façon de faire de la musique. Et surtout, il veut s'éloigner absolument de tout compromis populaire. Sa musique ne doit pas être populaire. Mais il en est un autre pionnier français qui, lui, au contraire, veut diffuser sa musique, veut plaire au public, veut être populaire, et il va populariser la musique électronique grâce à lui. C'est l'un des personnages clés de la musique électronique, c'est le français Jean-Jacques Perrey. Histoires électroniques, c'est bien sûr cette chaîne YouTube à laquelle vous êtes bien entendu abonné, mais c'est aussi un compte Instagram, c'est une playlist, c'est aussi un index et un annuaire de tous les artistes et morceaux, et enfin un Patreon qui permet de soutenir financièrement cette chaîne en échange de bonus exclusifs. Jean-Jacques Perrey, dans sa jeunesse, est déjà un passionné de musique, mais aussi de science-fiction, et après la Seconde Guerre mondiale, il va intégrer le conservatoire à Amiens, conservatoire dont il se fera virer assez rapidement, car il joue de l'accordéon dans les bars à Amiens, et ça, c'est formellement interdit par le règlement intérieur du conservatoire. On ne peut pas se représenter en public quand on étudie au conservatoire. Le directeur lui pose donc un ultimatum, et Jean-Jacques Perrey, lui, prend vite une décision, il prend plaisir à jouer en public, il va donc quitter le conservatoire. S'il se perd quelque temps dans des études de médecine qui vont ne le mener nulle part, il va surtout changer sa façon de faire de la musique et il va changer sa vie en faisant la découverte d'une invention française made in France, l'ondioline. L'ondioline est un instrument artisanal, fabriqué à la main par son inventeur Georges Génie, et l'ondioline est un petit clavier qui permet tout simplement de reproduire n'importe quel instrument, violon, flûte, banjo, ce que vous voulez, c'est tout simplement révolutionnaire pour l'époque. Et Jean-Jacques Perrey est fasciné par cet instrument, il va en devenir tout simplement le représentant en France et en Europe. Il va même monter d'ailleurs un spectacle autour de l'ondioline, le Tour du monde en 80 jours, inspiré de Jules Verne, qui fera grande sensation en Europe. Jean-Jacques Perrey voit sa notoriété grandir dans les années 50, c'est un très bon compositeur, c'est un très bon musicien, qui va donc collaborer avec les grands artistes de l'époque comme Charles Trenet, Django Reinhardt ou encore Édith Piaf, avec laquelle il va monter sur scène à l'Olympia en 1959. Édith Piaf est une grande fan inconditionnelle de Jean-Jacques Perrey et elle va l'aider dans sa carrière, elle va lui ouvrir les portes des studios, elle va surtout lui permettre de s'exiler aux États-Unis. Car oui, en fait, si les représentations de Jean-Jacques Perrey et de son ondioline font grande sensation dans les foires en Europe, c'est ce qu'il explique dans une interview, en France, eh bien, son instrument n'est pas très bien vu par le public et par les musiciens qui ne veulent pas tout simplement entendre d'un violon ou d'une trompette jouer à partir d'un clavier. Il se sent à l'étroit en France, il va donc s'exiler et s'installer aux États-Unis, à New York, et là il va devenir une vraie star. Il va par exemple performer pendant 6 semaines d'affilée au New York City Hall, il va devenir le représentant de l'ondioline aux États-Unis, et il va même parcourir les studios de télévision pour montrer l'étendue de son talent. Well, I'm utterly confused, monsieur. Oui, madame. Are the gentlemen behind you going to play with you? In a sense, yes. They're going to play the instruments they're holding? Yes. Are you going to assist them by playing the instruments that they play? No. In a sense, no. You're going to be playing your own instrument. Yes. Is it a familiar orchestral instrument? No. Is it something... Is it a wind instrument? No. Percussion? No. Monsieur Perry, Oui, is Betsy. this something that you have designed yourself? Oh, no. This is an instrument that can make the same sounds as the 4 instruments behind you? Good.
De fait, il va se mettre à composer beaucoup de musique pour des jingles publicitaires, pour des radios, pour des musiques de films. Il va d'ailleurs aussi rencontrer et se lier d'amitié avec Walt Disney, et oui, rien que ça, qui va lui demander de composer pour ses petits dessins animés. Il y a pas mal de dessins animés de l'époque, dans les années 60, qui sont composés, dont la musique est composée par Jean-Jacques Perret, mais simplement il n'est pas crédité. Et grâce à Walt Disney, il va faire la rencontre d'un autre pionnier de la musique électronique dont je parlerai dans le prochain épisode, c'est Gershon Kingsley. Avec Gershon Kingsley, ils vont faire plusieurs albums en duo, notamment le culte de In Sound From The Way Out, qui est devenu une source inépuisable de samples dans les années 90 pour tous les artistes de trip-hop ou de musique lounge, album d'ailleurs dont la pochette sera recopiée intégralement par les Beastie Boys, en hommage évidemment à Jean-Jacques Perret et Gershon Kingsley, qui vont sortir un album musical avec exactement le même titre, de In Sound From The Way Out, et en recopiant quasiment la pochette à l'identique. Un autre album du duo va faire beaucoup parler de lui, c'est l'album Kaleidoscopic Variation. C'est un album intégralement composé à partir d'un Moog, toujours ce fameux synthétiseur inventé par l'américain Robert Moog, qui va d'ailleurs les aider à la conception de l'album, qui va aider les deux compositeurs à utiliser sa machine. C'est en fait un album de reprises d'airs connus, comme les Parapluies de Cherbourg ou Strangers in the Night, mais avec un synthétiseur Moog. Dans cet album, il y a aussi une musique que vous allez peut-être reconnaître. C'est un air de country joué au Moog, ça s'appelle Baroque Hoedown. Si cet air vous dit quelque chose, c'est probablement que vous êtes déjà allé dans un parc Disney. Et oui, cette musique va servir pour illustrer la fameuse parade électrique des parcs Disney de 1972 à 2019. La musique sera légèrement retravaillée pour l'occasion, mais c'est bel et bien la composition de Jean-Jacques Perret et Gershon Kingsley qui résonnera dans les parcs Disney. Alors l'influence de Jean-Jacques Perret dans les musiques électroniques ne s'arrête pas là, car même en solo il va créer des œuvres remarquables, notamment son album Moog Indigo, qui est d'ailleurs un clin d'œil au Mood Indigo de Duke Ellington. Moog Indigo composé, comme son nom l'indique, à partir toujours d'un Moog, et il va même développer des nouvelles machines, comme le groupe de recherche lui aussi va créer des machines. Il va notamment créer une machine qui permet de découper et de monter des bandes, mais ça va aller bien au-delà du phonogène de Pierre Schaeffer, puisque lui, il fait un petit calcul rapide. Alors il explique dans une interview, non mais c'était forcément très simple, évidemment. Évidemment que c'était simple, il suffisait de compter la longueur d'une bande en fonction du tempo de la musique, et bien donc sa machine peut couper facilement des bandes très rapidement, en quart de temps, en 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, pour faire très facilement des boucles, des coupures, des assemblages. Bref, c'est une machine extraordinaire qu'il va exploiter d'ailleurs sur un morceau de cet album, Flight of the Bumblebee. Le vol du bourdon en français, vous connaissez cet air, c'est un air de musique classique bien connu qu'il recompose à partir de bruits d'insectes, de vrais bruits de bourdons et d'abeilles qu'il est allé enregistrer en Suisse pendant plusieurs jours et qu'il est allé monter avec sa machine. Et oui, à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de sampler, on ne peut pas juste enregistrer un bruit d'abeille et le rejouer sur un clavier, ça n'est pas possible. Il va donc passer des heures à découper des bandes sur lesquelles il a enregistré ces bruits d'abeilles pour recomposer intégralement l'air du vol du bourdon. Ça lui prendra près de 50 heures de montage pour un morceau qui fait à peu près 2 minutes. Mais ce n'est pas le titre le plus important de cet album sorti en 1970, non, un titre qui va marquer, c'est le titre EVA, qui est d'une modernité exemplaire. Je vous mets au défi de faire écouter ce titre à quelqu'un qui ne le connaît pas et de trouver la date exacte de sortie de ce morceau.
EVA, comme beaucoup d'œuvres de Jean-Jacques Perret, sera énormément samplé par LL Cool J par exemple, par Fatboy Slim et par tant d'autres, mais contrairement à Pierre-Henry qui n'aime pas qu'on touche à ses œuvres, eh bien au contraire, Jean-Jacques Perret s'est toujours dit très flatté et honoré qu'on retravaille ses compositions. Et oui, Jean-Jacques Perret restera toujours très proche des musiques électroniques et de leur évolution. Il va retourner habiter en France à la fin des années 70, il continuera de composer, mais il va surtout refaire surface aux yeux du grand public à la fin des années 90, au début des années 2000, d'abord en tournant avec un autre artiste de musique français, pour lequel il va composer un album, coécrire un album, mais surtout il va coécrire un morceau avec le groupe R qu'on considère comme les petits-enfants de Jean-Jacques Perret, ça s'appelle Cosmic Bird. Comme le dit d'ailleurs un des livres qui m'a servi pour faire cette vidéo, c'était pas forcément les musiciens les plus sexy, les plus attrayants, mais sans les travaux de Pierre-Henry, de Pierre Schaeffer ou de Jean-Jacques Perret, la musique électronique ne serait certainement pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je voulais faire honneur quand même à la France et aux artistes français qui ont été précurseurs dans le domaine des musiques électroniques. J'espère que ça vous a plu. Je consacrerai une autre vidéo aux autres pionniers, pas forcément français, cette fois-ci. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, bye bye.